Mesdames et messieurs, j'entame mon règne avec la volonté de me mettre en Soyons pas naïfs, rien n'est gratuit. C'est la crise pour tout le monde. Un chiffre d'affaires d'1 milliard. Il y a une urgence économique. On est maintenant dans les 60 plus grosses sociétés. Le traitement miracle n'existe pas. C'est potentiellement cancérigène. Il y a des centaines de produits chimiques. C'est une sorte de pression inacceptable sur le commandant. Trop pris sur l'étiquette. Viande de bœuf. Savez-vous vraiment ce que vous mangez? Je ne veux plus, dans notre pays, Et je ne vous cache pas un réel malaise. Bonsoir à toutes et à tous, on parle éthique et société ce soir dans Question à la Une avec deux enquêtes consacrées aux mères porteuses et aux personnes qui veulent vivre en dehors du système. La GPA, ou gestation pour autrui, suscite toujours la polémique. D'un côté, vous avez les mères porteuses qui sont accusées de faire de l'argent en louant leur ventre, et de l'autre, vous avez des couples souvent désespérés qui sont prêts à payer le prix fort pour assouvir leur désir d'enfant. Dans l'enquête qui va suivre, notre journaliste Véronique Fouillat a donné la parole à ces mères porteuses et à ces parents sans enfants pour tenter de comprendre leur démarche. Entre GPA éthique et tourisme procréatif, tous ces témoins vont vous livrer leur part de vérité. Être payé pour porter un enfant, des mères porteuses, on ne retient souvent que cela. Le coût de toute l'opération aux États-Unis est d'environ 150 000 euros. Aux États-Unis, depuis 40 ans, des femmes prêtent ainsi leur ventre à des couples en mal d'enfants. Ça me manquait de sentir un bébé en moi, de sentir donner des petits coups, des choses comme ça. Mais agissent-elles par générosité ou par besoin? Elle n'est pas une putain. Elle n'a pas vendu ses bébés. Et les marchands de bébés, ça existe. Le paquet économe, c'est 29 900 euros. Peut-on devenir parent à n'importe quel prix? On les oblige pas. C'est elles qui viennent d'elles-mêmes pour malheureusement gagner des sous en faisant cela. Mais la GPA, ce sont aussi des amitiés extraordinaires. Je lui dois tout. Je lui rendrai jamais. Pardon. Et des aventures humaines hors du commun. On a partagé avec Suzanne et sa famille quelque chose d'inimaginable en fait. Alors les mères porteuses agissent-elles par désir ou par nécessité? Ce soir, nous posons la question. Mères porteuses des bébés, à quel prix? Pour commencer notre enquête, nous allons vous raconter l'histoire d'une naissance miraculeuse. Celle d'Isao, un petit bébé de 2 mois, né d'une amitié exceptionnelle entre deux amies. Cathy et Élodie se connaissent depuis l'adolescence. Elles partagent tout, y compris leur rêve de fonder une famille. Mais à 18 ans, pour Élodie, le coup près tombe, elle apprend qu'elle ne sera jamais maman. J'ai eu des douleurs dans le bas du ventre et donc je me suis rendue aux urgences parce que je pensais que c'était l'appendicite et que là, après opération, ils ont découvert que je n'avais pas d'utérus, mais que j'avais mes ovaires. S'ensuit alors une vraie déprime. Élodie voudrait bien faire son deuil, mais elle n'y arrive pas. Mais j'étais très mal dans ma peau et comme à chaque fois ma meilleure amie, quand je ne vais pas bien, elle est là. Donc je lui ai téléphoné pour dire que ça n'allait pas. Et elle est venue à la maison et j'étais vraiment en larmes. Et elle m'a dit, mais si c'était qu'une question de porter un enfant, je le ferais bien pour toi. Car devant la détresse de son amie, Cathy est bien déterminée à l'aider. Si Élodie ne peut pas porter son bébé, elle est prête à le faire avec l'accord de son mari. Au fond de moi, il était clair que j'avais envie de l'aider, mais j'avais jamais parlé de ça à Patrick, et donc mon mari et les enfants. Donc je pensais qu'il n'allait pas être d'accord. Et donc au final, quand je suis rentrée, on en a parlé. Patrick était d'accord à condition qu'il n'y ait pas de gêne à moi. Et puis le lendemain, j'ai vu son mari parce que je devais venir chercher les enfants. Et là, il m'a dit, mais moi je suis tout à fait d'accord que Cathy porte le bébé. Si vraiment c'est génétiquement votre enfant et non l'enfant de Cathy. Isao est donc l'enfant biologique d'Élodie et de son mari. Un bébé hébergé pendant 9 mois dans le ventre de Cathy.
En Belgique, 3 hôpitaux organisent des gestations comme celle d'Élodie et de Cathy. La pratique est rare et en 20 ans, moins de 200 femmes y ont eu recours. Les conditions d'accès sont strictes. Il faut d'abord être dans l'impossibilité de mener à bien une grossesse. La majorité des indications, c'est l'absence d'utérus. Ça, c'est plus de 50% de nos demandes. Donc ça, c'est le premier critère pour qu'on puisse accepter une demande de gestation pour autrui. Et puis, il y a des critères médicaux qui concernent la mère porteuse. Donc, il faut qu'elle soit en bonne santé, qu'il n'y ait aucun élément qui fasse que sa grossesse soit plus à risque. Donc, il ne faut pas qu'elle ait eu des grossesses à risque précédemment. Elle ne peut pas avoir eu un diabète de grossesse sévère, une hypertension sévère, un accouchement compliqué. Second critère, le matériel génétique doit provenir entièrement du couple demandeur. La règle générale, c'est que le couple d'intention fournit les gamètes, c'est-à-dire le mari les spermatozoïdes, la femme les ovocytes. Ouais, tu vois que c'est quand même un bel embryon. Il pourrait être un peu plus grand avec un peu plus de cellules dedans, mais grosso modo, c'est quand même un bel embryon pour la patiente. Bonne nouvelle. Et enfin, et chez nous c'est capital, les mères porteuses sont bénévoles et elles doivent faire partie de l'entourage du couple. Il n'y a pas d'agence de mères porteuses comme il peut y en avoir aux États-Unis. On ne propose pas des mères porteuses. Il n'y a pas des femmes spontanément qui viennent se proposer comme mères porteuses. Non, toutes nos mères porteuses sont des personnes qui font ça parce qu'elles sont touchées par l'histoire du couple intentionnel. C'est d'ailleurs dans 60% des cas un membre de la famille. Aujourd'hui, Isaou fait le bonheur de 2 familles et il a créé des liens indissolubles entre Élodie et Cathy. On est tous super heureux. On vit tout comme une grande famille. Je lui dois tout. Je lui rendrai jamais. Pardon. Ben, elle a changé ma vie. Et je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait faire à quelqu'un. Sur le plan juridique, pour les parents, entreprendre une GPA est un parcours semé d'embûches. La pratique est tolérée chez nous, mais aucune loi spécifique ne l'encadre. Cela génère beaucoup d'insécurité, car à tout moment, les couples peuvent changer d'avis. Exemple, la mère porteuse souhaite conserver l'enfant, les parents commanditaires ne pourront pas la contraindre à accepter une adoption. Inversement, si la mère porteuse constate qu'il y a une malformation et que pour cette raison, les parents commanditaires changent d'avis, eh bien elle devra assumer seule sa maternité. Autre particularité, les mères porteuses doivent renoncer à leurs droits, tandis que les mamans d'intention doivent adopter leur propre enfant. La loi belge prévoit qu'en cas d'adoption plénière d'un enfant mineur, il y a rupture du lien familial entre l'enfant et sa mère d'origine. Et donc c'est la mère adoptante qui sera la mère à part entière et l'enfant n'aura plus de lien juridique avec sa mère d'origine. Alors, face à la difficulté de trouver une mère porteuse en Belgique, face à cette insécurité juridique, de nombreux candidats sont tentés d'aller voir ailleurs. C'est le cas de Thomas. Il est passé par une agence américaine pour finaliser son projet et il s'apprête à la rencontrer avec son meilleur ami. On part à Paris pour aller rencontrer notre docteur qui va coordonner notre processus de GPA aux États-Unis. 12 changements de voile traduits à destination de Dans un premier temps, son agence lui a demandé de sélectionner une donneuse d'ovocytes sur un catalogue. Pour choisir une donneuse d'ovocytes, on a accès à des bases de données avec des centaines de profils. Donc on a des photos, on a des informations sur sa santé et son historique, sur le nombre de cycles qu'elle a déjà fait, jusqu'à ses résultats scolaires qui sont publiés dans le profil. Par exemple, ce profil-ci est un profil de 23 pages. À la base, on avait un profil de blonde en tête, blonde, grande, et finalement on se retrouve avec une demi-mexicaine, demi-arabe. Ensuite, Thomas a dû choisir sa mère porteuse. C'est elle qui portera l'enfant conçu par fécondation in vitro avec son sperme. On l'a choisie parce qu'elle est mère au foyer de 4 enfants. Il était important pour nous qu'elle ne travaille pas pour pouvoir vivre sa grossesse dans le calme et sans stress. C'était important pour nous aussi que vraiment le contact passe. Et nous, on a eu un entretien avec elle d'1h30 sur Skype et ça a cliqué. En attendant de la rencontrer, Thomas a rendez-vous avec son médecin américain à Paris.
Et comme la GPA est interdite en France, l'entrevue a lieu dans un hôtel. Bienvenue à Paris. Saïd Daneshman peut y rencontrer discrètement ses clients. Alors, concernant le spermogramme, comme vous le savez, il y a beaucoup de sperme suffisant pour la fécondation des ovocytes. On peut congeler le sperme et ensuite on peut utiliser le sperme pour la fécondation des ovocytes. Quel est en général le taux de succès de cette FIV-là? Mon taux de réussite est 81% avec un seul embryon. Blastocyste 5 à 6. Fort de ces résultats, ce médecin vient régulièrement en Europe pour démarcher des patients. Et à l'en croire, c'est davantage par militantisme que pour générer de substantiels profits. Pour moi, c'est une mission de faire tomber les barrières qui existent pour le couple. Donc, pour moi, ce n'est pas une, comme vous dites, un business seulement, un commerce. Non, pas du tout. C'est un gift. Un cadeau, vraiment? Pourtant, dans la presse, ces femmes n'ont pas toujours bonne réputation. Pour parler d'elles, on évoque des fabriques de bébés, des ventres à louer et un business bien lucratif pour ceux qui l'organisent. Mais ces mères porteuses, qu'en disent-elles et quelles sont leurs motivations? Pour les entendre, nous partons pour l'Eldorado de la GPA, les États-Unis. Nous avons rendez-vous avec Melissa dans la banlieue de Boston. C'est déjà la seconde fois qu'elle porte un enfant pour un couple gay. Ça me fait plaisir de voir ça parce qu'en fait, on retrouve tout notre parcours dans un album. Durant toute la grossesse, je leur ai envoyé des photos chaque semaine et comme ça, ils pouvaient voir mon ventre s'arrondir. J'ai toujours su que ce n'était pas mes bébés. Et donc, au moment de l'accouchement, ça n'a jamais été difficile pour moi. Il n'y avait aucune tristesse. Au contraire, j'étais très heureuse de voir enfin une famille se former. Mais pourquoi, alors qu'elle a déjà 3 enfants et qu'elle travaille, Melissa s'était lancée dans cette aventure? Cela me manque d'être enceinte. J'adore les bébés. Je les trouve merveilleux. Ça me manque de sentir que je porte un bébé en moi, le sentir donner des coups, avoir le hoquet, des choses comme ça. Et puis, comme je l'ai dit, je voulais aider une famille, alors j'ai demandé à ma propre famille ce qu'elle en pensait. C'était incroyable de savoir qu'elle allait faire tout ça parce qu'elle voulait permettre à une famille de se former, pouvoir les aider. Et donc, pour moi, c'était époustouflant. Un geste apparemment altruiste, mais il n'empêche, Melissa a bien été rémunérée, mais de cela, elle ne voudra pas parler. Ce n'est pas une question d'argent. Bien sûr, on ne crache pas dessus, mais être mère porteuse n'est pas une question d'argent. Il s'agit en fait vraiment d'aider une famille. Aux États-Unis, la GPA existe depuis 40 ans, et ici, être mère porteuse n'a rien de tabou. D'ailleurs, Melissa n'est pas la seule dans son quartier. Elle nous emmène alors chez une voisine qui est enceinte de 3 mois pour un couple britannique. Hey! Hi! How you doing? Good. Come on in. So I gave them a ride over because I'm the type of person who Je suis le genre de personne qui aime aider tout le monde. Je donne du sang quand je suis au travail. J'ai aussi donné du lait maternel après avoir nourri mon fils. Et donc, si je peux aider quelqu'un, j'aime le faire. Jamie a 29 ans et elle le dit, cette grossesse-ci n'a rien à voir avec celle de son propre fils. C'est très différent par rapport à mes propres grossesses. J'oublie parfois que je suis enceinte. Je n'en parle pas beaucoup avec ma famille et mes amis. Ils savent que je suis enceinte, mais ils savent aussi que ce n'est pas mon bébé. On n'en parle donc pas, on ne va pas faire du shopping pour le bébé. Par exemple, j'ai fait une échographie et en sortant, j'ai mis les clichés dans ma poche. Je les ai oubliés cet après-midi-là. Il y a donc vraiment un détachement. Et quand nous évoquerons sa rémunération, Jamie ne nous répondra pas non plus. Ça, c'est confidentiel. C'est stipulé dans mon contrat. J'ai l'intention de mettre de l'argent de côté pour apurer des dettes que nous avons contractées ou pour faire des travaux dans la maison que nous avons achetée il y a 3 ans. Je ne crois pas que notre mode de vie changera fondamentalement.
Aux États-Unis, la GPA est autorisée dans 45 États et la concurrence entre agences est rude. Pour attirer les parents potentiels, la communication passe évidemment par Internet et elle est clairement faite pour dresser un tableau idyllique d'un job peu ordinaire. For me, that was automatic. If I could do anything in this world, if I could make anybody's life better, even just a little bit, that I really wanted to do it out of the experience as a whole. À Boston, John Wellman dirige la plus importante et la plus ancienne agence de mères porteuses américaine. Et il y a 30 ans, c'est lui qui était de l'autre côté de la barrière. Je suis gay et j'ai un mari, mais nous ne pouvons pas avoir un bébé ensemble. Il y a une femme dans le monde. Ce qu'elle fait pour moi, c'est comme le Dieu. C'est la meilleure chose qu'une autre personne a fait pour moi. Et je peux aider quelqu'un d'autre d'avoir la même chose, c'est fantastique. Elle n'est pas une putain. Elle n'a pas vendu ses bébés. Elle ne pense pas que ce sont ses bébés. Elle pense que ce sont mes bébés. Et les personnes qui pensent qu'ils sont des putains ou que je vende des bébés, ce n'est pas correct. C'est le moment d'aborder les tarifs et cette fois, le patron de l'agence ne se débine pas. S'ils ont seulement besoin d'une donneuse, c'est entre 18 et 40 000 $. S'ils ont besoin d'une mère porteuse, son FIV, c'est entre 80 et 100 000 $. Et s'ils ont besoin d'une donneuse et une mère porteuse, son FIV, c'est plus entre 110 et 130 000 $. Jusque 150 000 $ même. Le recours à une mère porteuse peut donc coûter extrêmement cher, car il faut bien rémunérer les différents acteurs. L'aspect juridique, c'est 10 000 $. Le mère porteuse, c'est 35 000 $. La donneuse, c'est 10 000 $. Le clinique de FIV, c'est 25 à 30 000 $. Des choses comme ça. Et l'agence alors? L'agence, c'est 20 à 25 000 $. Les chiffres sont donc éloquents, le marché des mères porteuses génère beaucoup d'argent et il est manifestement rentable. Pas tant pour elles d'ailleurs que pour les intermédiaires comme les avocats, les cliniques et les agences. Et forcément, ce genre de service est loin d'être accessible à tous. À Bruxelles, Fabien et Mario sont les papas de Lily Rose, une adorable petite fille de 2 ans. Pour devenir parents, ils ont précisément fait appel à cette agence de Boston. Aujourd'hui, ils savourent leur chance, mais sans le soutien de leur famille, ils n'y seraient peut-être pas arrivés. Le financement de la GPA est très conséquent, très important. Pour nous, ça nous est revenu aux alentours de 100 000 €. Donc c'est une opération financièrement très lourde, effectivement. Ce prix élevé, c'est en connaissance de cause qu'ils ont accepté de le payer. En choisissant les États-Unis, non seulement ils voulaient bénéficier d'une grande sécurité juridique et médicale, mais en outre, ils voulaient que leur mère porteuse ne soit pas en difficulté. L'idée d'exploiter une femme était inacceptable. On a eu le sentiment que le niveau de vie de Suzanne et de sa famille était très similaire au nôtre, qu'elle n'était pas dans une détresse financière. Et donc la question de sa rémunération, notamment, n'allait pas bouleverser sa vie et celle de sa famille. Enfin, au-delà de la rémunération, Mario et Fabien voulaient aussi établir une vraie relation à long terme avec Suzanne. 3 wagons. 1, 2, 3 wagons. Ils se sont choisis mutuellement, ils ont appris à se connaître et petit à petit à tisser des liens. Conducteur du train. Ça c'est toi. Tu viens tout juste de naître, là tu as quelques secondes. En dehors du ventre. C'est Suzanne. Suzanne. Avec un petit bébé. Aujourd'hui, Lily Rose reconnaît son visage, Suzanne fait toujours partie de son univers, ses papas ont gardé le contact et ils espèrent bien la revoir en Europe ou aux États-Unis. 100 000 € pour avoir accès à une GPA éthique, ce n'est évidemment pas à la portée de toutes les bourses. Certains l'ont bien compris et ils organisent ce qu'on appelle du tourisme procréatif.
À 3 heures d'avion de chez nous, l'Ukraine est le pays de la GPA low cost. Une clinique privée a accepté de nous recevoir et elle travaille uniquement avec des étrangers. Bonjour, bienvenue à Biotexcom. Je veux faire une petite excursion et je vais vous montrer la pièce où se trouve une mère porteuse et une donneuse d'ovocytes. Parfait. La visite commence par cette salle d'attente et c'est là notre premier étonnement, elle ne désemplit pas. Chaque jour, on accueille plusieurs candidats qui veulent devenir soit mère porteuse, soit la donneuse d'ovocytes. Ok, combien par jour, plus ou moins, ici? En fait, je n'ai pas compté, mais environ 23 candidates par jour. Ce sont souvent des étudiantes et il n'y a aucune ambiguïté. Elles viennent vendre leurs ovocytes pour améliorer leur fin de mois. C'est déjà la deuxième fois. La deuxième fois? Oui. Et quelle est sa motivation? Pourquoi est-ce qu'elle le fait? Для чего вы это делаете? Как сказать, нет хорошей жизни. Нужны денежки, я поэтому здесь. Elle a besoin d'argent. Elle va recevoir combien pour ça? C'est le secret de la firme, on ne peut pas dire la somme. Est-ce que vous devez suivre un traitement pour donner des ovocytes? Вам же надо проходить лечение для того, чтобы дать яйцеклетки, правильно? Да, нужны уколы, таблетки такого плана. Oui, elle fait régulièrement les piqûres, elle prend les pilules pour stimuler les ovaires. Et si les candidates sont nombreuses, c'est parce que manifestement, les clients le sont aussi. Ici, un groupe de parents vient d'arriver d'Italie. Dans quelques minutes, ils signeront leur contrat, tandis qu'en bas, le va-et-vient des dons de sperme et des prises de sang bat son plein. Katia accueille alors un couple de Français fraîchement débarqués de Corrèze. Bon, ce qui nous a un petit peu, personnellement, moi, un petit peu choqué, c'est quand on arrive et qu'on voit ces demoiselles qui sont là. Il y a juste ça. Après, on s'y fait. C'est pas quelque chose qui vous perturbe, ça, par rapport à votre projet, à votre démarche? Il faut faire abstraction. Nous, on y trouve notre bonheur, c'est-à-dire d'avoir un enfant, mais elles aussi, du coup, on les oblige pas. C'est elles qui viennent d'elles-mêmes pour, malheureusement, gagner des sous en faisant cela. Ce petit moment de malaise passé, nous comprenons rapidement que ce sont les tarifs pratiqués ici qui constituent la meilleure des cartes de visite. Par rapport aux États-Unis, parce que là-bas aussi ils le font, c'est moitié moins, quoi. Et nous, on n'avait pas l'argent que les États-Unis nous demandent, plus les billets d'avion. Et pour cause, en Ukraine, on conçoit des bébés à partir de 30 000 €. Tout dépend du package choisi par le client. Le paquet économe, c'est 29 900 €. Le paquet standard, c'est 39 900 €. Et le paquet VIP, c'est 49 900 €. Et quelle est la différence entre ces trois paquets, comme vous dites? En fait, en ce qui concerne les services médicaux, ils sont les mêmes. Juste le paquet standard et le paquet VIP prévoient le DPI, c'est le dépistage préimplantatoire. Et le paquet VIP peut choisir le sexe du bébé. Notre guide nous emmène alors dans un autre pavillon où se pratiquent les examens médicaux. Nous y croisons une jeune femme enceinte de 25 semaines. Ça s'est bien passé? Oui, tout est bien, tout est bien. Vous êtes... L'enfant est saine. Vous connaissez le couple pour lequel vous portez? Вы знаете пару, для которой вы вынашиваете ребенка? Нет, лично не знаю. Non, pas personnellement. Pas du tout, aucun contact? Никаких контактов вообще? Нет, не было контактов. Non, pas du tout. Et c'est là une différence majeure avec les États-Unis notamment. En Ukraine, mères porteuses et couples ne doivent pas tisser de liens. On ne choisit pas la mère porteuse, on ne la voit pas durant les 3 premiers mois. Après le 3e mois, si vous voulez, on a le droit à assister à l'échographie du 3e mois. Donc on peut voir cette mère porteuse. Mais après le langage, enfin il y a une barrière de langue, quoi. Donc du coup, on n'a pas plus de contact avec elle et on n'aura jamais de contact avec elle. Et vous ne le souhaitez pas? Non. Non, parce que moi personnellement, j'ai pas envie. Et après, quel est l'intérêt? Enfin, non. Personnellement, non.
Déjà que c'est assez dur de faire une démarche comme celle-ci, avoir un lien avec cette dame, non. Ces mères porteuses ukrainiennes, nous allons pouvoir les rencontrer. En fin de grossesse, elles sont regroupées dans une maison de la banlieue de Kiev et elles tuent le temps comme elles peuvent en attendant l'accouchement. Ici, notre mère porteuse attend l'accouchement à partir de la 30e semaine de la grossesse. Et il y a combien de femmes plus ou moins qui se trouvent ici? Habituellement, c'est 10, 15, 20 femmes enceintes. Parmi elles, Tatiana. Elle travaille dans l'immobilier, elle a 2 enfants et un mari qui l'attendent à la maison. J'ai d'abord dû convaincre mon mari, il n'était pas totalement contre, mais il était quand même plutôt hésitant. Et comment est-ce que vous l'avez convaincu alors? Avec quels arguments? En ce qui nous concerne, ce qui a vraiment pesé dans la balance, c'était la question matérielle. Pour nous, le côté financier était très important. Vous dites que la raison première était matérielle. Combien est-ce que vous allez toucher pour porter cet enfant? Ça, c'est une question trop personnelle pour en parler publiquement. J'en ai parlé avec ma famille, bien sûr, mais je ne veux pas parler de cette somme ici, ce sont mes affaires. D'après nos informations, Tatiana touchera environ 10 000 €, une somme qui devrait lui permettre de se mettre un petit peu à l'abri. J'ai en tête d'acheter un petit logement, pas vraiment une maison, non, mais une partie maison ou un petit appartement. Est-ce que vous n'avez jamais eu peur de prendre des risques pour votre santé avec cette nouvelle grossesse? Si, bien sûr, j'y ai pensé. J'ai prié pour que cette aventure commence et se termine bien, et surtout que ça marche bien dès la première fois. En quittant l'Ukraine, nous laissons derrière nous les marchands de bébés et tous ceux qui ont bien compris que le désir d'enfant pouvait se monnayer. Nous repensons à toutes ces femmes que nous avons croisées. Mélissa et sa joie d'être enceinte, Tatiana et son besoin de mettre sa famille à l'abri, Cathy, bien sûr, et sa formidable amitié. Quels que soient leurs désirs ou leurs besoins, ces femmes ont un jour donné le meilleur d'elles-mêmes pour que d'autres connaissent à leur tour la joie d'être parents. Il est clair que certains citoyens sont désabusés par le monde des affaires, par le monde politique et par les médias. Certaines personnes en ont marre. Et elles en ont tellement marre qu'elles envoient tout balader pour changer de vie et pour quitter la société. Dans son enquête « Peut-on vivre en dehors du système ?», Santosevia va vous faire rencontrer ceux qui ont décidé de vivre autrement. Un temps magnifique. Tout est calme et volupté. En apparence. Mais en réalité, ça gronde, ça se révolte, il y a du mécontentement. Entre les grèves et les nombreuses manifestations, il semblerait que quelque chose ne tourne plus rond chez nous. Du moins, c'est le sentiment d'une partie de la population qui doute du monde politique, des banques, du système. Pour moi, ce qui cloche dans le système, c'est cette idée de pensée dominante, en fait, où on se retrouve un peu dans une sorte... On ne présente qu'une forme de pensée qui devient un peu unique du capitaliste. Il n'y a que ça qui peut exister. Le système, c'est ce qui encadre notre vie de tous les jours. Ses piliers sont la politique. Personnellement, les politiciens, moi, je leur fais pas confiance. L'économie. L'argent est un peu un instrument de corruption. À certains moments, ça a été l'instrument du diable, ça a été l'ennemi numéro 1. Les médias. Quand je vois certains programmes qui passent sur des chaînes publiques de différents pays, je suis atterré de voir à la fois le manque de fonds, c'est un nivellement par le bas, et c'est prendre les gens pour des cons et les habituer à être cons. Le système, c'est aussi l'éducation, la santé et la justice. Le constat chez certains est toujours le même. Le système est corrompu et sale, et j'espère qu'un jour, ça changera. Pas mal de personnes en ont marre, et certains en ont tellement marre qu'ils quittent tout. Ils veulent sortir du système. Peut-on vivre en dehors du système? C'est la question que nous nous sommes posée. Chercher l'oiseau rare, trouver les personnes qui vivent hors système n'est pas une mince affaire, car ils ne veulent pas du système et donc de nous, les médias. Après pas mal de négociations, nous en avons trouvé quelques-uns. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour trouver un mode de vie différent. En Wallonie, près de Rochefort, il y a des gens qui vivent dans les bois.
ils semblent vivre en dehors de tout. Sophie, Benjamin et leurs enfants vivent ici depuis 4 ans. Issus de bonnes familles du Brabant wallon et de Bruxelles, ils ont tout quitté pour vivre plus simplement. Ils vivent dans une yourte, sans eau, sans gaz ou électricité. Alors ici, on a la salle de jeu des filles, avec tous leurs livres et leurs jeux. Là, il y a notre bureau. Là, il y a notre buanderie. Là, il y a notre salon. Là, on a notre dressing. Notre cuisine. Pour boire, ils vont chercher l'eau potable à la source qui abreuve Rochefort. Ils se nourrissent des produits et de l'agriculture bio. Ils semblent vivre dans un petit paradis, un Éden de simplicité et de bonheur. Mais le système permet-il des modes de vie différents? Ça va faire 4 ans, donc 4 ans qu'on est ici, ça fait 4 ans que c'est une lutte permanente. Il n'y a pas 6 mois qui passent sans si on a les flics, la région wallonne, les cadastres, les chasseurs. Ils défilent, la DNF, enfin plein de choses, plein de gens, différents organismes qui passent ici pour essayer de nous mettre le bâton dans les roues en fait. S'il est difficile, voire impossible de se domicilier ici, comment font-ils pour exister officiellement? On n'est pas domicilié ici, quoi. On n'est pas domicilié ici, on a trouvé une adresse de référence. C'est un peu embêtant parce que c'est pas près d'ici. Du coup, on a souvent des problèmes avec ça, avec le courrier qui n'arrive pas ou des recommandés. Enfin, ça a beaucoup de contraintes, quoi. Mais on est dans une démarche aussi de légaliser le projet ici. On fait des demandes pour être accepté, pour régulariser la situation. Voilà, d'avoir nos déchets, des poubelles qui passent devant, le courrier qui arrive, l'adresse, voilà. C'est tous des petits détails qui pour l'instant sont embêtants, mais ça ne nous empêche pas de vivre ici, quoi. Ici, ils semblent heureux, comblés par leur mode de vie, malgré toutes les complications administratives, malgré la radicalité de leur choix. Mais on peut se demander si parfois ils regrettent. Oh non, au contraire. Tous les jours, on se remercie d'avoir fait ce choix. On mange ici sur la table, on regarde autour de nous, on fait quelle chance. Quelle chance on a quand même. Et on en est conscient, même encore après 5 ans. En Belgique, il y a près de 8000 personnes qui vivent comme eux. Leur profil social est souvent le même. Ils viennent de familles aisées et ont un niveau d'instruction supérieur. En gros, certains vivent du chômage, d'autres d'allocations diverses et variées, ou bien du fruit de la vente de leur production, quelle qu'elle soit. Gérard Bérébi a écrit un ouvrage avec Raoul Van Eghem, le philosophe belge de la Révolution de mai 68. Se retirer de ce monde, il y a quelque chose de sain quelque part, parce que c'est complètement pourri de tous les côtés. D'un autre côté, on ne peut pas s'empêcher de s'interroger sur la viabilité et la finalité de ce genre d'action. Donc on assiste de plus en plus à des actions individuelles, et le gros problème qu'il y a dans les révoltes contemporaines, c'est que ça n'arrive pas à s'agréger collectivement pour provoquer quelque chose qui puisse mettre en branle le système en place. Benjamin et Sophie, a priori, ne disent rien imposer à personne, mais vivre simplement, tranquillou. Avant de continuer nos recherches, il reste la question à leur poser. Vivent-ils en dehors du système? Ça va de soi. Nous, on n'essaie pas de rejeter la société, on ne veut pas être des parias, on veut pas... Enfin, pour nous, c'est important aussi que nos enfants aient accès à ces soins de santé, à l'éducation, à tout ce que la société peut offrir de bon, en fait. On avait envie de un peu fuir ce système de consommation abusive en venant vivre plus dans la nature. D'autres personnes essaient de sortir du système par une autre voie, celle de la monnaie. À Liège, Éric de Waal va faire ses courses, va au restaurant comme tout le monde, sauf qu'il paie en valeureux, une monnaie locale. Vous payez en valeureux. Ce moyen de paiement serait une solution pour échapper au capitalisme en favorisant le commerce et les activités locales. Alors, ils sont où ces valeureux? Dans mon portefeuille, hein, voilà. Alors, où sont les valeureux? Les voilà. Hop, hop. Alors, voilà, le demi-valeureux. Clin d'œil à nos amis féministes, elles nous ont imposé d'avoir un homme sur le demi, le 1, le 5 et le 10. Voilà.
Alors comment ça fonctionne, le valeureux? Écoutez, c'est fort simple. Vous êtes citoyen, vous me dites, moi qui suis de la SBL du Valeureux, je te donne 50 €, moi je vous donne 50 valeureux en échange, et puis vous allez dépenser ces valeureux dans un circuit d'entreprises, de commerce, qui sont choisis pour leur valeur de référence et pour le fait qu'ils pratiquent un emploi qui n'est pas délocalisable, par exemple. Et donc on kidnappe de la valeur et puis on la fait circuler dans une économie choisie sur une base locale. Est-ce qu'on ne pourrait fonctionner qu'avec des valeureux? Absolument pas. C'est une monnaie complémentaire qui ne s'inscrit pas contre l'euro, mais qui vient plutôt en complément de l'euro. Si vous voulez, le constat aujourd'hui, c'est le fruit de mon travail ou l'argent que je reçois. Eh bien, il part dans des grands paniers percés qui sont ceux de la spéculation, des rapports de force internationaux. Alors que moi, je souhaite qu'une partie de l'argent qui me revient, il serve à faire vivre et faire fonctionner l'économie autour de moi. C'est ça qu'on veut faire. Même si cette monnaie est complémentaire, elle reste une monnaie. Mais peut-on aller au-delà d'une simple alternative à l'euro? Peut-on carrément vivre sans argent? La recherche de notre mode de vie hors système se poursuit dans le sud de la France, à Prades, où vit pour le moment Benjamin Lesage. Son histoire a commencé il y a 6 ans, où il a décidé avec 3 amis de partir en voyage. Il a voyagé en autostop, en bateau-stop, de la Hollande jusqu'au Mexique, en passant notamment par la Belgique, le Maroc et le Brésil. Près de 15 000 km sans argent, sans assurance, sans mutuelle, sans gilet de sauvetage autre que l'aide de ceux qu'il a croisés en chemin. Quelles sont les motivations pour voyager sans argent? On a souvent l'impression que l'argent nous ouvre des horizons. Et nous, on était persuadés que sans argent, en fait, on était plus libre. Et c'est ça qu'on voulait expérimenter aussi. Il a rencontré sa femme Yasmine au Mexique. Ils sont tombés amoureux et il l'a embarqué dans son aventure. Mais qu'est-ce qui l'a motivé, elle, qui était plutôt dans l'argent? J'étais vraiment dans cette situation où j'avais trouvé un deuxième boulot pour avoir plus d'argent. Et parce que je voulais avoir mon propre appartement, je voyais que même en travaillant toute la journée, je n'avais pas ce que je voulais. En plus, il y avait mes parents qui me donnaient beaucoup de pression. Et voilà, moi-même, je me mettais beaucoup de pression pour être parfaite pour toute la société. Je me suis vraiment rendu compte à quel point j'étais pas bien. Elle est donc partie sur les routes avec Benjamin. Mais comment se nourrit-on? Comment se loge-t-on? Comment se déplace-t-on sans argent? Si on devait traverser une ville et marcher 20 km pour traverser la ville, au lieu de prendre un bus qui allait coûter, je sais pas, $1 ou 2 pesos, il fallait marcher ces 20 km, quoi qu'il arrive. Il y a eu plein de galères. Galères, c'était de découvrir la faim, découvrir la soif, découvrir ces dangers qu'on a toujours un peu tendance à exagérer. On ne savait pas où est-ce qu'on allait être le soir, qu'est-ce qu'on allait manger, si on allait manger rien ou juste du pain, ou alors on allait avoir un restaurant qui allait nous offrir une pizza, comme ça arrivait très souvent aux États-Unis en fait. Pour se nourrir, il pratiquait aussi le dumpster diving, qui signifie littéralement plonger dans la benne à ordures, fouiller dans les poubelles, mais pas n'importe comment. Voilà, le soir, aller à l'arrière d'un supermarché avec des petites règles, toujours prendre des gants, prendre sa lampe torche, laisser l'endroit plus propre quand on arrive. Vraiment l'idée de faire ça bien. En cas de maladie ou accident, comment ça se passe? Moi, je croise les doigts, mais pas arrivé d'accident. On fait très attention à notre santé. C'est pour ça qu'on a une nourriture végétalienne, qu'on ne boit pas, qu'on ne fume pas, qu'on ne mange pas des choses qui peuvent vraiment causer des maladies. On fait donc confiance en son corps et en la chance. Mais voyager sans argent, n'est-ce pas voyager avec l'argent des autres, devenir un profiteur? Alors, oui, complètement. Je suis un profiteur parce que je vis grâce à des ressources qui souvent n'ont pas été produites par moi et qui d'une manière ou d'une autre ont été données par la nature. Donc nous sommes tous des profiteurs. Un des reproches qui vous est souvent fait, c'est de vivre avec l'argent des autres. Qu'avez-vous à dire? Les personnes qui ont cette impression que des gens vivent grâce à leur argent, j'aimerais leur demander d'où vient leur argent, surtout d'où vient ce qu'elles consomment, et si elles n'ont pas, elles, l'impression de vivre aux dépens de tout un monde. Et aujourd'hui, qu'en est-il de la vie sans argent? Je racontais que les jours de la naissance d'Ada, Ben, ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas touché l'argent, mais littéral, il ne voulait pas le toucher, quoi. Et donc, elle était née, j'étais au lit,
Donc il a fallu qu'il aille acheter des trucs à la Biocoop parce qu'on ne pouvait rien manger à l'hôpital, c'était dégueulasse. Et donc voilà, tu vois, c'était les jours où je lui donnais l'argent, il a dû aller le chercher, quoi. C'était les premières courses en 5 ans, ouais. Voilà, sa première course en 5 ans. Et là, voilà quoi, donc j'aurais jamais imaginé... Maintenant, c'est devenu une habitude. J'aurais jamais imaginé que ça se passerait aussi rapidement, mais je pense que c'est pour montrer que la naissance d'un enfant, c'est radical. Ça, c'est vraiment radical. On va dire qu'en France, on ne peut pas avoir de compte bancaire si on veut être assuré. Si, à partir du moment où on a fait le choix d'assurer Yasmine, parce que moi, je ne voulais pas spécialement, mais pour Yasmine, c'était obligatoire, il n'y a pas le choix, il faut un compte bancaire, il faut tout faire, quoi. Donc voilà, on est re-rentré dans le système complètement. Et c'est pas plus mal, finalement. L'argent dont ils disposent aujourd'hui vient d'aides sociales et de petits boulots qu'ils font pour arrondir les fins de mois. Bien qu'ils soient rentrés dans le rang du système, aujourd'hui Yasmine, Benjamin et leur fille Ada sont partis fonder une communauté dans le centre de la France avec le moins d'argent possible, mais dans le système. À ce niveau de nos recherches, nous nous demandons s'il est légal de prendre la poudre d'escampette si la société permet de vivre réellement en dehors des clous. Selon moi, c'est très très difficile, sauf si on veut choisir volontairement, au moins volontairement, pour une sorte de vie sauvage. Mais il est impensable qu'on peut sortir du système. Et de l'autre part, par exemple, créer un business, parce que là, de nouveau, pour participer à la vie économique, il faut de nouveau pouvoir s'identifier, participer au système. Il faut se faire registrer, etc., etc. Le système n'a de raison d'être que de perpétuer son règne et ses intérêts. Il s'acoquine avec vous s'il en a besoin, ou il s'acoquine avec moi s'il en a besoin. Il n'y a pas d'état d'âme et il n'y a pas de morale. Et donc tous ces exemples, les gens qui vivent dans les yourtes, voire même sans argent, se vouaient à... Je ne voudrais pas être un oiseau de mauvais augure. C'est inévitable que ces exemples se multiplient et se radicalisent. D'un autre côté, quand je vois comment ça se passe et comment ça vieillit sur la durée et comment ça a évolué, pour la plupart, il n'y a pas d'issue possible. Il y a des petits îlots. Un de ces îlots, nous allons peut-être le trouver ici, en pleine ville. Car il paraît que pour disparaître du système, c'est plus simple. Au cœur de Bruxelles, pas loin du Palais Royal, un vieux bâtiment administratif est squatté. Serait-ce ici que nous allons trouver notre mode de vie hors système? C'est Réginald Podesta de Walef, un aristo-squatteur, qui nous fait la visite. Eric, qui habite ici, un ancien de la marine marchande. Urian, un de nos fondateurs, qui est en transit ici. Aujourd'hui, tous les étages sont décorés en couleurs, ont leur cuisine, ont leur machine à laver, ont leur salle de bain. Alors ici, vous êtes combien d'habitants? 65. C'est comme un village? C'est un village, un vrai village. Avec chaque étage, c'est un peu comme une rue où on s'organise par étage pour les communs de l'étage. Et on s'organise à la réunion des habitants pour le nettoyage des communs de toute la maison. Voilà. Ici, tout le monde se connaît alors? Oui, tout le monde se connaît. Ouais. Tellement puisqu'ils doivent être admis? Oui, par les habitants. Les habitants votent pour les nouveaux habitants. C'est un squat organisé qui fonctionne en ASBL. Ils ont un accord avec le propriétaire des lieux, qui n'est autre que la région wallonne. Salut, on a fait une paye, tu vois? Voilà. Qu'est-ce que tu deviens? On est en train de constituer une association. Ah ouais? Super. Ici, c'est la permanence squat. Donc, le premier et troisième jeudi du mois de 16h à 17h, on peut venir poser des questions pour savoir comment squatter, comment faire. Donc là, c'est un groupe qui se constitue en ASBL pour faire un peu comme nous, de l'occupation temporaire. Et voilà. Et vous êtes devenus un peu des spécialistes, une référence pour les autres? Oui, on peut dire ça, oui. On est des experts. On a un de nos anciens qui est maintenant expert au niveau du vécu auprès de la ministre Elke Sleurs, par exemple. Comment fait-on pour squatter légalement? C'est simple. Un bâtiment est vide, les squatteurs l'occupent et ils font un accord d'occupation temporaire avec le propriétaire. L'avantage pour lui, c'est qu'il ne paie plus d'amende et de taxes pour immeubles vides le temps qu'il revende le bien ou donne une nouvelle affectation au lieu. Tous les jours, 2 personnes partent du squat pour aller chasser le caribou, chercher à manger.
Pour se nourrir, quand on n'a pas un rond, on fait de la récup. La récup, c'est aller chercher les invendus du jour dans les grandes surfaces, petits magasins ou marchés. Aujourd'hui, la récolte n'est pas très fructueuse. De retour dans le squat, tout est déposé sur des tables à l'entrée, tout le monde se sert, y compris des personnes qui ne vivent pas dans le squat, et tout part très vite. C'est un squat, donc pas de loyer, pas de charge. On n'a pas de loyer à payer et en plus la moitié de nos charges sont payées par la région wallonne. C'était ça le deal. Et donc les habitants payent une participation aux frais en fonction de leurs revenus. Donc c'est 60, 90, 120. Moi je paye 120 €. Et il y a aussi des gens qui ne payent rien. Donc si quelques sans-papiers de la maison qui s'investissent ici mais qui n'ont pas de revenus, eh ben on les prend en solidarité. Pas de loyer à payer, ils payent la moitié des charges et la nourriture, c'est de la récup. N'ont-ils pas l'impression de profiter du système? On profite du système, mais non. Il y a comme ici, il y a plein de gens qui travaillent. Il y a des étudiants, il y a des pensionnés, des invalides. Il y a de tout. Et quand on nous donne quelque chose, on en fait quelque chose de bien. En s'organisant, ils ont créé un système qui dure depuis 10 ans et qui s'est multiplié dans plusieurs squats. C'est un système dans le système, qui plus est financé indirectement par la région wallonne. À ce stade, on peut se demander si toutes ces personnes ne vivent pas sur notre dos. Si nous sommes solidaires avec eux, mais que eux ne le sont pas avec nous. Nous sommes solidaires avec eux, mais eux le sont aussi. Nous bénéficions de toutes ces expérimentations sociales. Ces monnaies locales, ces manières d'essayer de faire une autre agriculture. Il s'agit chaque fois d'expérimentations sociales qui enrichissent la société, donc il ne faut pas le prendre d'une manière négative. Après les yourtes, la vie sans argent, les squats, on commence à désespérer. Va-t-on dénicher notre perle rare, notre vie qui déborde sur la marge? On a entendu parler d'un endroit pas loin du centre où vivent des gens, isolés de tout, dans les bois. Au bout d'un chemin écarté, un chien nous accueille et juste derrière lui, c'est Rudy. Il vit à l'écart. Bonjour. Ici, sur un terrain entre l'aéroport et le chemin de fer. Alors ici, comment vous faites alors? On produit des légumes pour pouvoir tenir toute l'année. On met en conserve et puis c'est parti. Donc il y a les œufs, les poulets, la chair, il y a les chèvres, il y a les moutons. Donc tout ça aussi, ça permet d'avoir de la viande donc, en cours d'année, surtout pour l'hiver. Ça, c'est pour votre consommation? Entre autres, oui. Qu'est-ce que vous allez en faire? Moi, je vais en consommer une partie, je vais en mettre en conserve. Et puis il y en a d'autres que je vais en mettre à certaines personnes. Des gens qui sont dans le besoin, entre autres aussi. Oui. Rudy se nourrit de ses produits. Mais en cas de maladie, comment fait-il pour se soigner? Une bonne alimentation en serait la clé? Oui, c'est la première médecine. Une bonne alimentation, c'est la médecine, c'est une médecine naturelle. Hein. À partir du moment où on commence à mettre, à pulvériser des insecticides, etc., il n'y a plus rien de naturel. S'il a adopté ce mode de vie, ce n'est pas par nécessité, mais par choix. Je veux montrer qu'il y a possibilité de vivre autrement. Pour que ça s'adapte aussi aux personnes les plus démunies et qu'elles puissent trouver une voie pour pouvoir vivre décemment. En plus de sa consommation, il vend une petite partie de sa production. Mais est-ce suffisant pour vivre? A-t-il une autre source de revenus? Est-ce que vous avez le chômage, par exemple? Non. Vous avez la sécurité sociale? Non plus. J'ai plus de sécurité sociale non plus. Donc vous avez un peu disparu? Entre autres, oui. Ouais. Il a une vieille carte d'identité. Et la police dans tout ça? L'État? N'a-t-il pas peur que l'on vienne l'empêcher de vivre en dehors des clous? M'empêcher de vivre? Oui. Comme ça, différemment. Ça serait nouveau alors. On empêche les gens de vivre.
Ah bah, il paraît, hein, les gens dans les yourtes à Rochefort que j'ai été voir, ils reçoivent la visite de la police régulièrement, quoi. Ah ouais, bien. Bah, de toute façon, une yourte, ça se déplace. Hein. Si c'est pas ici, ce sera ailleurs. On pourrait croire que Rudy vit ici seul, écarté, mais il n'en est rien. Il y a des gens sur le terrain, mais qui ne désirent pas être filmés. Ils sont aussi reliés à d'autres via Internet. Il y a tout un réseau de personnes qui vivent comme eux, qui communiquent, qui se filent les tuyaux et luttent pour leur mode de vie. Il y a moi, il y en a d'autres. Je ne suis pas tout seul, je ne suis pas marginal. Si on me demande, oui, vous m'avez demandé si j'étais un marginal, non? Parce qu'être marginal, c'est être seul. Mais là, il y en a d'autres qui font comme moi. En France, en Espagne, en Italie, en Grèce. Alors est-il possible de vivre hors système? C'est très difficile, voire impossible. Lors de l'élaboration de ce reportage, nous avons rencontré beaucoup de personnes disant vivre hors système. Certaines ont juste témoigné hors caméra, d'autres ont accepté d'être filmées, et ce qu'elles nous ont montré, même les plus radicaux, c'est que l'on peut vivre différemment, mais que de près ou de loin, à un moment donné ou l'autre, ils sont dans le système. L'idée est d'œuvrer pour quelque chose plutôt que lutter contre. Donc le système est un système qui fonctionne très très bien et qui nous apporte en principe beaucoup plus de temps pour soi et moins de temps pour alimenter la machine. Grâce au pétrole, grâce à plein de choses, et ce système fonctionne très bien. Mais je pense qu'il a été récupéré par des gens qui ont décidé de faire du profit en utilisant ce système. Donc on essaie de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça va de soi. C'est la fin de cette émission. Merci à vous qui nous suivez sur TV5 Monde.